Ginette S. Condrani, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'une des figures de la résistance et du militantisme français depuis de nombreuses années. Oui. Et vous vivez toujours à Paris et vous venez d'écrire un livre qui retrace votre histoire. C'est une autobiographie qui s'intitule Ginette la rebelle. Est-ce que vous voulez bien nous en parler un peu, s'il vous plaît? Oui, bon, j'ai écrit ce livre au moment où je me suis mis un peu en retraite pendant quelques mois en Alsace chez ma sœur, parce que j'étais en train de lutter contre un cancer du sein, et que déjà j'ai eu plein de problèmes avec le protocole, parce que j'ai refusé le protocole et puis je voulais me soigner à ma manière. J'ai refusé la chimio, j'ai refusé. Et je suis allé en retraite chez ma frangine en Alsace, à Colmar. Donc j'ai commencé à écrire d'une traite, au kilomètre, comme on dit, ma vie, mon enfance, mes origines. Et j'ai continué. Puis je suis revenu sur Paris, puisque bon, je suis alsacienne, hein, j'adore l'Alsace, mais ma vie c'est à Paris. C'est à Paris que se trouve l'activisme et les activités politiques. C'est pas seulement ça, c'est à Paris que j'ai mes amis, c'est à Paris qu'il y a les réseaux, c'est à Paris qu'il y a plein de choses. Il y a l'action, l'activité, il y a tout à Paris. Bien que j'aime bien l'Alsace, c'est ma région, j'aime bien les Vosges, j'aime bien l'Allemagne aussi. Je suis alsacienne, profondément alsacienne, mais ma vie est à Paris. Cette appartenance à l'Alsace, c'est votre identité d'enfant, Ouais. en fait. Votre père était anarchiste alsacien? Non, mon père était communiste. Communiste, pardon. Communiste alsacien qui a grandi en Allemagne parce que son père est mort pendant la Première Guerre mondiale, il est mort au linge quand il s'est battu contre les Allemands. Et il avait 4 ans, je crois, ou 4 ou 5 ans quand il est mort. Et après, sa mère s'est remariée avec un Allemand. Donc il a fait toute sa scolarité en Allemagne, mais son beau-père le détestait parce qu'il était fils d'un communiste et lui était plutôt nasillon. Et donc il est parti à l'âge de 12 ans faire le compagnonnage en Allemagne comme tourneur sur bois pendant 3 ans. Et quand il avait terminé, il allait en URSS dans les kolkhozes. Et il a fait un compagnonnage sur la pierre. Et donc il était très communiste, très stalinien même. Il adorait Staline. Et ça remonte aux années 30, non? Ouais. Et c'était la grande époque stalinienne, effectivement. Ouais, il était très stalinien, et en plus il était anticolonialiste. C'est lui qui m'a appris ce qu'étaient les Kanaks, qui m'a appris ce qu'était l'Afrique, la colonisation. C'est lui qui m'a entraîné dans les réseaux du FLN, algérien. Donc c'est par l'inspiration de votre père que vous vous êtes retrouvée de fil en aiguille, pendant que vous étiez jeune, à devenir porteuse de valises? Ouais, mais comme ma mère était anarchiste, qu'elle a mis son grain de sel là-dedans, j'étais aussi proche des anards. Okay. Un peu. Tantôt j'étais communiste, tantôt anarchiste. J'arrivais pas très bien à maîtriser, c'est par la suite que j'ai tout compris. D'accord. Eh bien, ok. Et l'aventure du FLN, ça s'est produit lorsque vous aviez 20 et quelques années? Non, j'étais toute jeune. Je venais d'avoir 16 ans. Quand je suis rentré un jour, je sais plus dans quel classe j'étais, je rentrais, et puis j'avais l'habitude de foutre mon sac d'école dans un coin en rentrant, et mon père qui m'appelle à la cuisine et qui me dit: viens, je te présente Reski, c'est le représentant du Parti communiste algérien. Reski, il s'appelait Reski Kader.
Et bon, je me suis assis avec eux à la cuisine et j'ai commencé à discuter avec eux. Et Reski a commencé à nous raconter l'histoire des Algériens, de la répression, des tortures, comme ça se passait en Algérie et tout ça. Et moi, j'ai passé 3 heures à écouter, à essayer de comprendre. J'avais 16 ans et à 16 ans, j'étais très idéaliste. Alors, ce truc-là, ça m'a vraiment touché. Et Reski demande, vous savez, moi j'étais blonde, avec des cheveux blonds, très jolie. Reski demande à mon père s'il peut m'emmener au cinéma. Et mon père qui dit, écoute, tu la demandes, c'est elle qui dirige sa vie, c'est pas moi. Et donc, moi j'ai dit oui, je suis allé au cinéma avec Reski. Après le cinéma, on allait boire un café. Et il m'a montré sa carte d'identité. Et sa carte d'identité, il y avait marqué français musulman. Alors moi je le regarde et je dis, mais comment t'es même pas un vrai français, t'es un musulman. Alors il m'a dit, oui, les indigènes ont leur marque musulman à côté. Et là j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? C'était fini, j'avais mis la main, j'avais mis le bras dans la résistance algérienne. Et c'est comme ça que ça a commencé pour moi. Et après j'ai connu Amar, qui était le représentant du FLN dans l'Est, qui couvrait l'Allemagne, la Suisse, la Belgique, la France. Et j'ai souvent fait passer la frontière aux Algériens pour aller en Allemagne, pour aller en Suisse. Et j'ai souvent amené aussi des valises, comme j'étais blonde aux yeux bleus et que je passais bien. Ils m'ont jamais fouillé. Tant mieux. Enfin, je me suis servi de ça, quoi. Ça a été efficace. Oui, ça a été efficace. Et donc, j'ai rencontré tous ces Algériens en Alsace. J'ai beaucoup discuté avec eux. Et je ne connaissais rien, ni au monde arabe, ni à l'algérien, ni à l'islam, ni rien du tout. Ils m'ont tout appris. C'est les Algériens qui m'ont tout appris. Et comme j'étais quelqu'un de très curieux, que je posais des questions à longueur de journée. Mais je dois dire une chose. Tous ces jeunes Algériens qu'on a accusés de draguer les nanas, c'est pas vrai, il n'y en a pas un qui m'a jamais dragué. Ils me respectaient tous, pour eux j'étais une princesse. C'est l'image du méchant musulman Ouais. À la libido incontrôlée, Non, c'est fou. parce que je me suis retrouvé souvent dans la forêt la nuit en train de faire des méchouis avec une vingtaine d'Algériens. J'étais la seule nana. Je vous garantis qu'ils me respectaient tous. Et ces aventures avec les Algériens ont duré donc jusqu'à la libération? Jusqu'à la libération, bien que moi j'avais arrêté un peu avant, puisque Amar, qui était le représentant, a été tué en Algérie. Et comme c'était un peu mon copain, enfin sans être mon copain, disons, j'étais très attaché à lui, donc ça m'a fait un choc. Et ça, c'était en 57. Donc j'avais freiné un peu et j'avais été arrêté plusieurs fois. Arrêté, tabassé dans les commissariats. Parce que le commissaire de Colmar venait d'Algérie. C'était un pied noir? Alors quand il m'a attrapé, puis ils ont fouillé, ils sont venus à la maison chez nous, ils ont même fouillé le landau de ma petite sœur, tout, ils cherchaient, ils sont arrivés la nuit. Donc on était mal vus dans tout le quartier, parce que... Et partout, j'ai été arrêté plusieurs fois, et garde à vue, et vous dites à passer. Mais heureusement, jamais condamné ni poursuivi. En fait. Non, j'étais trop jeune, hein, j'avais même pas 18 ans. Hein. Et puis mon père était au Parti communiste, ils avaient quand même un peu peur du Parti communiste. Et mon père arrivait toujours à me faire libérer. Hein. Il savait ce qu'il fallait faire. Ouais, il savait ce qu'il fallait faire. Si c'était pas lui qui m'a amené à manger au commissariat parce qu'il me gardait, il ne me donnait pas à manger, la semaine d'après, c'était moi qui lui ai amené à manger parce que lui était au commissariat.
Donc j'avais des relations particulières avec mon père. Oh ouais, de fait. Extraordinaire. Ouais. Ouais. Et après l'aventure algérienne, donc on est au début des années 60, 1962. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez fait après? Ben, je me suis marié avec un Tunisien Ouais. qui était aussi dans le réseau algérien. Et c'était... Bon, j'ai eu 2 enfants, puis après un troisième plus tard. Mais j'ai eu 2 enfants, et donc j'ai élevé mes enfants. Je suis resté, mais j'ai toujours continué à soutenir l'Algérie. Et j'ai commencé à m'intéresser à la Tunisie. C'est-à-dire la situation politique en Tunisie. Ouais. D'accord. Et je me suis marié en 58. Et c'était l'époque de Bourguiba à l'époque. C'était à l'époque du Bourguiba. Ouais. Mmh. Et donc, bon, il n'était pas très politisé. Il était... Disons, moi j'étais beaucoup plus politisé que lui, parce que c'est les Algériens qui m'ont tout appris sur le monde arabe, Et moi j'étais tombé, je suis comme Astérix, je suis tombé dans le monde arabe. Et donc, voilà, je m'étais marié, j'ai élevé mes 2 enfants, les petits, et puis après j'ai eu Nadia, elle est 9 ans plus tard, voilà. Mais j'ai toujours gardé un œil sur l'Algérie, parce que pour moi, l'Algérie, c'est mon adolescence, c'est ma jeunesse, c'est un peu mon pays, quoi, l'Algérie. Mmh. Mais bon, après, j'ai commencé à m'intéresser à la Tunisie, disons... et puis, il y avait toujours la Palestine pour moi. Parce que mon copain Amar, il m'avait dit un jour, lorsque nous avons fini de libérer l'Algérie, nous irons libérer la Palestine. Et donc, il m'avait formé sur la Palestine. Mais moi, j'étais déjà formé sur la Palestine parce que du côté de ma mère, j'ai une grand-mère qui était à la fois juive et manouche. C'est-à-dire, son père était juif et sa mère manouche. Et ils avaient 7 gosses. Et il les a abandonnés, les 7 gosses, avec elle en train de mendier. C'était un riche propriétaire terrien. Et mon arrière-grand-mère était très belle, alors bon, il était fou amoureux d'elle, et puis après, il l'a abandonnée avec 7 gosses. Elle mendiait dans les rues, et ce qui fait que ma grand-mère détestait tout ce qui était juif, à cause de ça. Oui. Il était askénaze, elle ne connaissait pas les séfarades. Et donc, je m'étais déjà intéressé à la Palestine, parce qu'en 1948, quand il y a eu la création d'Israël, ma grand-mère a dit, il nous a fait chier ici, maintenant il va aller faire chier les Arabes. Donc j'étais formé sans être formé. Parce que j'avais pas l'analyse, j'avais rien du tout, c'était des trucs. Donc quand Amar a commencé à me parler de la Palestine, moi ça m'a fait tilt, j'ai tout de suite pensé à cela. Et puis j'ai toujours soutenu les Palestiniens, depuis toujours. Bon, même en Tunisie, j'ai eu quelques problèmes à cause de ça, parce que je soutenais les Palestiniens. Il y a une grosse communauté juive en Tunisie. Ouais, et surtout à la Goulette, à côté de Tunis, ouais, tout ça là-bas. Et puis même à Sidi Bou Saïd, il y a beaucoup de cafés juifs. Et les Tunisiens, ils ne comprenaient pas la famille tunisienne. Mon ex-mari, sont une grande famille, hein, ne comprenaient pas que moi, je sois aussi critique envers les Juifs, alors que pour eux, les Juifs vivaient avec eux, ils vivaient ensemble, ils n'avaient pas ce problème. Ce problème, ils l'ont eu après 67, après la guerre des 6 jours, hein, mais pas avant. Hein. Et donc, ils ne comprenaient pas. Moi, j'essayais de leur expliquer qu'en Alsace, c'était pas la même chose. En Alsace, ils avaient tous les magasins, ils commençaient à... Et donc, à Colmar, on ne les aimait pas, à cause de ça. Moi, je m'en foutais, c'était pas mon problème, j'avais pas de magasin. Et donc, voilà, la Tunisie, j'ai aimé la Tunisie. J'ai aimé l'hospitalité tunisienne. Ils étaient très hospitaliers, les Tunisiens. Et puis, moi, j'ai débarqué dans une famille, et puis...
L'oncle était au Néo-Destour, il était député, ils étaient avec Bourguiba tous, et puis moi j'ai commencé à critiquer Bourguiba. Parce que j'ai quand même gardé les idées communistes de mon père. Donc je critiquais Bourguiba, donc ils n'osaient pas trop m'amener chez d'autres gens, parce que même sous Bourguiba, tu n'avais pas le droit de t'exprimer dans la rue. Sous Ben Ali, c'était pire. Les Tunisiens attrapaient un torticolis à force de regarder à droite à gauche si on ne les écoutait pas. Ouais. Moi, j'ai vécu l'histoire de Ben Ali. C'était une horreur, Ben Ali. Il paraît qu'un habitant sur 5 à peu près était un espion ou quelque chose comme ça. 5, je crois qu'ils étaient tous espions, à mon avis. Ouais. Et moi, comme en Tunisie, j'ai rencontré les Palestiniens du FPLP, de Georges Habash. Donc j'ai en douce travaillé pour eux à Tunis. Donc mon ex-mari avait la trouille, il avait dit on se tire, on va en France parce que les prisons tunisiennes elles sont très dures. J'ai été arrêté d'ailleurs en Tunisie pendant 24 heures. Pas à cause de ça, mais à cause d'une pièce de théâtre qui jouait sur... à l'arrivée du TGM à Salammbô, il jouait une pièce de théâtre, il jouait Shakespeare, mais adapté à la Tunisie. Donc très critique avec Bourguiba, donc ils ont arrêté tous ceux qui jouaient, qui regardaient, et puis j'ai été arrêté, et puis comme en Tunisie ils n'aimaient pas les Algériens, j'ai vu que les flics tabassaient un Algérien, ils l'ont frappé sur les yeux, les lunettes cassées et tout. Et j'ai ouvert ma gueule et c'est pour ça qu'ils m'ont gardé. Oui, oui. Donc moi, la Tunisie, elle me plaisait, les gens étaient sympas, mais irrespirable. C'était irrespirable. Politiquement parlant. Politiquement parlant, de tout. Et puis je voyais arriver ce déferlement français, à un moment donné, où ils voulaient tous du pain blanc, alors qu'ils avaient l'habitude de faire leur pain eux-mêmes, qui était très bon. J'ai vu arriver les supermarchés, j'ai vu arriver le Formica, j'ai vu arriver tout ça, comme chez nous. Ouais. Moi, j'étais alsacienne, l'Alsace n'a jamais marché dans ce genre de truc. Mais j'ai vu la Tunisie, je me suis dit, mais ils sont en train de perdre leur identité. En train de s'occidentaliser. Ouais, complètement. Et j'en discutais avec ma belle-sœur. Ma belle-sœur était à la tête de toutes les manifs pour le planning familial. Le planning familial, ils l'ont eu 4 ans avant la France, en Tunisie. Ouais. Elle était très libérée, et puis... Bon, moi je suis partie après en France et je suis revenue en Tunisie en 81. Et en 80, il y a ma belle-sœur qui me... 82. Ma belle-sœur qui me dit, écoute, tu peux plus boire un coup dans l'appartement, si tu veux inviter les copains à boire un coup, tu vas sur la terrasse au-dessus et tu peux plus fumer ici. Alors j'ai dit pourquoi. D'ailleurs, elle a commencé à porter le foulard. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors elle m'a dit, écoute, tu nous as tellement fait la leçon contre l'occidentalisation de la Tunisie que nous sommes tous devenus musulmans. Mais j'ai dit, mais c'est idiot. C'est pas ça qu'il fallait faire. Il fallait rester tunisien. Alors là, j'avais compris les dégâts. Les dégâts c'était l'Iran, ce qui s'était passé en Iran, la révolution iranienne. C'était tout doucement en train de déferler sur la Tunisie, alors que les Tunisiens étaient des gens ouverts. D'accord. Est-ce que c'était des courants... Parce que, si je peux me permettre, la révolution iranienne, elle était principalement chiite. Ouais. La Tunisie est sunnite. Sunnite, oui, oui. Et donc c'était des mouvements intégristes sunnites ou chiites? Parce que là, ça non, c'était plutôt sunnite, mais le problème c'est que ils ont été infiltrés par les salafistes. Ouais. Les wahhabites. Les wahhabites, c'était pareil en Algérie. Hein.
La révolution algérienne, enfin la révolte qu'on appelle algérienne, la guerre civile, c'était ça. C'était déjà ça. Dans les années 90. Ah oui, oui, dans les années 90. Et donc, moi, je me suis un peu coupé de ça parce que moi, quel père que ma belle pour le voile, c'est pas un problème, ça lui allait très bien. Je m'en foutais. Mais le problème, c'est qu'elle devenait intégriste et ça, je ne le supportais pas. Bon, elle me disait si tu veux boire un coup. Moi, je ne buvais pas, hein, de toute façon, mais j'étais bien. J'avais des copains qui buvaient un coup. On se réunissait sur la terrasse, on rigolait, c'était agréable. Puis après, voilà, je me suis un peu. Vous avez coupé les ponts un peu? Ouais, j'ai coupé un peu les ponts avec la Tunisie. Et c'était dommage parce que j'aimais bien ce pays. Mais je suis revenu par la suite en Tunisie, mais toute seule. Sans la famille, sans mon mari, sans personne. J'étais déjà divorcé. Et donc, j'ai connu le sud tunisien et j'ai vu que c'était autre chose. J'étais à Ben Gardan, à Kairouan, j'étais à Sousse, à Sfax. C'est beaucoup plus rural que le nord. Le nord, c'est assez cosmopolite. Le sud, Et c'est c'est pas français, non, ouais. c'est arabe. La Tunisie, elle est arabe. J'allais dans le sud tunisien, je pensais que j'ai la frontière pour aller en Libye. En Libye, j'étais chez moi, mais et aussi dans le sud tunisien. D'accord. Alors, oui, vous avez aussi développé, je crois, beaucoup de liens avec la Libye. Ah oui, énormément de Le liens. colonel Kadhafi. Ouais, Et, énormément. Énormément de Vous liens. pouvez nous en parler, peut-être? Il y avait mon beau-frère Hichem qui avait un magasin. Parce qu'à un moment donné, les Tunisiens allaient tous en Libye, puisque la Libye était plus riche. Là, lui, il y avait du pétrole. Et puis la Libye fonctionnait sous forme de coopérative. Et c'était l'État qui finançait. Donc, il payait les produits moins chers, l'électricité était gratuite, les études étaient gratuites, la santé, tout était gratuit. Et donc, j'avais un beau-frère, Hichem, qui avait ouvert un magasin de chaussures à Tripoli. Et donc, quand il venait en Tunisie, il me parlait souvent de la Libye. Moi, j'avais envie de connaître ce pays. Donc, je suis allé en Libye en 90 avec l'appel franco-arabe, parce que c'était l'embargo qui avait été mis par les États-Unis sur la Libye, donc il fallait passer par la Tunisie pour y aller. On ne pouvait pas y aller directement. Donc j'étais avec un copain tunisien et un copain communiste. Et on était les trois, on était partis en Libye. Mais les deux ont négocié parce qu'ils voulaient faire une revue qu'ils voulaient faire avec les Libyens. Et pendant ce temps, moi, je me suis baladé. Et je suis allé au centre du Petit Livre Vert. J'ai rencontré plein de Libyens. Je ne parlais pas bien l'arabe, mais je comprenais. Donc, j'ai vu, je suis allé visiter toute seule. Et j'ai vu la Libye. Telle qu'elle est vraiment et pas telle qu'on nous la raconte. Ah non, alors là, pas du tout. Ouais. Les Libyens sont des gens en fait très simples. Ce sont des Bédouins. En fait, ils sont pratiquement tous restés Bédouins. D'accord. Et simples, avec une hospitalité étonnante. Hein. Et puis, bon, je suis revenu. Puis, comme j'étais tellement intéressé par la Djabaria, parce que moi, ce qui m'intéressait dans la vie, c'était la démocratie directe. C'était Louise Michel, l'anarchiste, c'était Babeuf, la commune, tout ça. Donc, quand ils m'ont expliqué qu'ils étaient en train de mettre en place cette démocratie directe en Libye, je suis revenu plusieurs fois. J'ai été au moins une vingtaine de fois en Libye. Et donc, j'ai participé à des conférences sur la démocratie directe, j'ai participé à des congrès de base. Il fonctionnait sous forme de congrès de base. C'est-à-dire que dans les villes, les villages, les oasis, les gens se réunissent et ils créent un congrès de base.
Ils commencent à négocier tout ce qui se passe, à discuter de tout. Moi, j'ai assisté à un congrès de base dans le désert, sous la tente. J'ai assisté à un congrès de base sur une terrasse à Tripoli. Et j'ai assisté à d'autres congrès, à Leptis Magna, à Sébrata, dans plein de villes. Et j'ai vu les gens qui commencent à discuter sur, par exemple, l'installation d'une route, l'installation d'une école, d'un hôpital. C'est ce qui devrait se faire. Ça m'a vraiment époustouflé que ça se fasse. Et les gens discutent. Et ils discutent comme les Africains, sous forme de palabres. C'est-à-dire les Africains qui se mettent sous un arbre, qui discutent. Eux, c'était sur la terrasse d'un café, et ils discutaient. En fait, c'est ceux qui tiennent le plus le coup qui gagnent, parce que les discussions peuvent durer 3 jours. Alors, c'est les derniers, les plus résistants qui gagnent. Mais toute la population discute. Et dès l'âge de 16 ans, tout le monde participe à ces congrès. Donc, il n'y a pas de parti politique. Il n'y avait pas de parti politique en Libye. Il y avait des corporations. Ce que nous, on appelle des syndicats. Des corporations de médecins, de pharmaciens, d'ouvriers, de tout, qui participaient à ces congrès de base. Et après, il y avait un deuxième congrès, le congrès secondaire, qui servait de secrétariat au congrès de base. Et qui transmettait ce qui était discuté au Congrès général. Le Congrès général, c'était un peu notre Assemblée nationale. Et le Congrès général, il y avait à peu près 200 personnes, 100 ou 200 personnes qui dirigeaient la Libye. Kadhafi était uniquement le porte-parole de ce Congrès général. Et souvent, Kadhafi disait des choses que le Congrès reprenait, en lui disant non. Comme quand il a promis à Sarkozy de lui acheter des Rafales et d'installer une centrale nucléaire en Libye, il lui a promis tout ça à Sarkozy. Le Congrès général a décidé que les avions vont être achetés à la Chine et que les Libyens n'avaient pas besoin de centrale nucléaire. Et donc voilà d'où est venue toute cette haine de Sarkozy contre Kadhafi. Donc moi j'ai vu... Moi ce qui m'a intéressé dans cette Jamaria, c'était la démocratie directe. Chaque fois que j'y allais, j'essayais de coordonner le fait pour que je puisse participer à un congrès base. Il m'est arrivé de participer à un congrès sous une tente où il y avait 2000 bédouins avec leurs moutons. Ça puait le mouton, c'était horrible. Et donc voilà, ce qui m'intéressait moi dans la Jamaria, c'était ça, c'était la démocratie. C'était aussi l'autogestion dans les usines. J'ai visité des hôpitaux, des usines, des facs. Et une usine, j'ai jamais vu ça, où toute l'usine s'arrête. On m'offre le thé. Et ils viennent tous à côté de moi pour discuter, pour m'expliquer comment se passe l'usine, comment se passe qui était le directeur qui faisait quand c'était son tour de balayer l'usine, il balayait, il nettoyait, qui participait à tout. Le directeur n'avait pas plus de poids que l'ouvrier. Et j'ai vu ça de mes propres yeux. C'est formidable ça, alors que c'est un pays qui a été diabolisé par l'Occident depuis l'accession au pouvoir du colonel Kadhafi. Il a d'abord été diabolisé par les Arabes. Et vous savez pourquoi il a été diabolisé? Parce que la démocratie directe, les mondes arabes n'en voulaient pas. Ouais. Et c'était surtout les dirigeants de la Ligue arabe, ces fameux émirs, qui ne voulaient pas que le pétrole soit redistribué à la population comme le faisait Kadhafi. Kadhafi redistribuait, tout était redistribué à la population. Et puis, vous le voyez quand vous alliez en Libye, il n'y avait pas de banque. Il y avait 1 ou 2 banques, c'était tout dans Tripoli. Il n'y avait pas de supermarché, il n'y avait que des petits magasins. Moi, quand j'allais en Libye, c'était pour me dépolluer l'esprit. Ouais.
C'était un pays qui fonctionnait bien, avec sa population heureuse, épanouie. La population était heureuse, ils n'avaient pas besoin d'alcool. Moi, je voyais les Libyens le soir sur les terrasses. L'alcool, il n'y avait pas d'alcool en Libye. C'est pour ça que les Libyens qui picolaient allaient en Tunisie pour picoler. Et donc, ouais, mais donc ils étaient marrants, ils étaient gays. J'avais même une copine que j'avais emmenée un jour, elle m'a dit ils n'ont pas besoin d'alcool pour être gays. Mais ils étaient tout le temps en train de discuter. Il y avait de l'activité mentale, quoi. Mentale, dans la rue, sur le trottoir, tout. Ils critiquaient Kadhafi, ouvertement. Ils voulaient améliorer cette démocratie directe. C'est vrai, c'était pas. Comment puis-je dire? En fait, c'était un essai au début. Hein. Puis après, c'était un objectif. Puis c'est devenu quelque chose de concret, mais pas tout à fait concret. Parce que quand moi j'étais là-bas, la dernière fois que j'y étais avant l'invasion des Américains, ils voulaient faire 32 régions de la Libye. Et que les 32 régions soient autonomes. Gérées autonomes et qu'ils aient des ministres, qu'ils aient un gouvernement, que les 32 aient leur gouvernement. Et ils étaient en train de mettre ça en place. Mais moi, j'avais vu... moi, je connaissais Saïf el-Islam, le fils de Kadhafi. Je connaissais Kadhafi, je connaissais sa famille. J'ai été reçu sous la tente. Parce que, comme j'étais quelqu'un de très curieux... et que je m'intéressais, j'ai été au centre du Petit Livre Vert, j'ai commencé à critiquer aussi, et ils aimaient mes critiques. Parce que moi, j'avais critiqué quand j'étais au centre du Petit Livre Vert. Après, ils m'ont amené voir la rivière verte. J'ai critiqué sur la rivière verte, et j'ai dit, mais écoutez, vous êtes en train de pomper l'eau du sous-sol, mais vous pompez aussi l'eau de la Tunisie et de l'Égypte. Alors, ils m'ont excusé que c'était leur nappe phréatique à eux, qu'ils refroidissaient l'eau qui montait du sous-sol, mais que la Tunisie pouvait faire sa rivière verte et l'Égypte aussi, ils ne pompaient pas leur eau. Donc, j'ai toujours posé des questions. Et donc, voilà, et Saïf, le problème de la Libye, c'était l'embargo. Il y avait l'embargo, ils disaient que c'était un embargo aérien, mais c'est pas vrai, les Libyens ne pouvaient pas sortir du pays. Impossible. Même moi, pour y aller, il fallait que je passe par la Tunisie ou par Malte. Et comme j'ai commencé à avoir des problèmes avec Ben Ali m'avait interdit la Tunisie. Donc je devais passer par Malte. Malte, il fallait prendre un avion pour aller jusqu'à Rome, de Rome un autre pour aller à Malte, et de Malte, c'était le bateau. Des vieux bateaux qui traversaient la Méditerranée la nuit et qui arrivaient à Malte le matin. Et j'ai rencontré Saïf sur le bateau de Malte. Et après, je l'ai rencontré plusieurs fois, une ou deux fois. Il gérait le prix des droits de l'homme. Kadhafi, c'est Saïf qui les gérait. Il avait son bureau il y avait 3 tours à Tripoli. Des tours que les Libyens ne voulaient pas occuper. Hein, parce qu'eux, ils étaient restés bidouins, ils préféraient les appartements, ils préféraient le désert et tout. Donc il n'y avait que des bureaux dans ces tours. Et donc j'avais... Et pour faire lever l'embargo, Saïf s'est rapproché des Américains. Et c'est comme ça qu'il a fait libérer les islamistes. Parce que Kadhafi, ils avaient été attaqués par des islamistes, hein, déjà en 90, 92. Et Kadhafi les avait fait arrêter, et Saïf les a fait libérer. Et c'est comme ça que ça a fomenté en Libye. Il y avait une 5e colonne. Ouais, déjà, oui. Ouais. Ouais, vraiment. Et c'était la CIA. Oui. Avec les frères musulmans. Avec les frères musulmans, c'était la CIA. Et tout le monde rigolait quand Kadhafi dénonçait, il disait qu'Al-Qaïda était en Libye, tout le monde rigolait, c'était pas vrai. Ils étaient là avec la CIA. Parce que, bon, moi j'ai pas aimé. En 96, en 2002, 2003,
j'ai eu un débat avec eux en Libye, et puis moi j'ai dit, ça y est, j'ai dit, vous marchez avec les Américains. J'ai dit, j'étais dans l'hôtel ce matin, il y a plein d'Américains partout, ils sont comme chez eux, mal polis, mal élevés. J'ai dit, moi, vous pouvez vous américaniser, je m'en fous. Vous allez vous faire enculer, je leur ai dit. Alors qu'ils sont prudes comme tout, ils n'ont pas apprécié. J'ai dit, mais vous allez vous faire enculer sans moi. Et je suis plus revenu. Et puis, je suis revenu en 2011, quand il y a eu la crise libyenne. Quand je suis intervenu, j'ai fait un article qui a été repris largement dans la presse française, où j'ai dit, je ne hurlerai pas avec les loups. J'ai écrit tout ce qu'était la Libye, avec la démocratie directe, l'autogestion, etc. Que c'était un peuple qui était heureux, qui n'avait besoin de rien, que le pétrole était redistribué à la population, que ce n'était pas, et Kadhafi n'était pas un dictateur, et qu'il était le porte-parole du peuple libyen, et que tout ça, ce qu'on racontait, ce n'était pas vrai. Et en mars 2011, je suis allé en Libye. Et j'ai amené Dieudonné. J'ai amené Dieudonné et j'ai amené Maria. Et Maria, et puis Ismaël Bedrouni. Et on est allé en Libye. Et en Libye, j'avais un copain, Fakroun, Abougela Fakroun, qui a fait ses études en France, qui était juriste. Il est resté 12 ans en France et que je connaissais bien. Et qu'il habitait dans le quartier des affaires, qui s'appelait Fachloun, je crois, un nom comme ça, avec un ou dedans, je ne sais plus exactement le nom. Et c'était le quartier des affaires de Tripoli. Et moi, j'avais lu dans la presse française qu'il y avait des milliers de morts à Fachloun, dans ce quartier des affaires, que les morgues étaient pleines et tout. Et puis je me suis dit, tiens, j'ai mon copain Fachloun qui habite dans ce quartier. Je suis allé lui sonner, et je suis allé voir, et puis je lui ai dit, écoute, on raconte qu'il y a des mares de sang, les morgues sont pleines, il y a des morts partout. Alors il m'a demandé si j'étais pas en train de devenir sénile. Il m'a raconté, il a dit, je t'amène à la morgue, je t'amène partout, je te montre partout, il n'y a absolument rien. La place verte était comme toujours. Il n'y avait rien du tout, rien. Rien. On nous a raconté, c'est là que je me suis rendu compte qu'on nous a raconté des histoires. Et j'ai créé avec Zidane Mohamed, qui travaille aux affaires étrangères, j'ai créé une commission d'enquête avec Dieudonné pour montrer les mensonges sur la Libye, que tout était faux, absolument faux, mais il était éhonté ce mensonge. Et puis, alors on a été, un soir, on a fait une conférence un matin, on a fait la conférence dans un hôtel pour présenter la commission d'enquête. Et le soir même, on était allé dîner dans un grand hôtel, je ne sais pas plus comment, le grand hôtel, un seul de Tripoli, où était toute la presse étrangère. Et alors, ils étaient en train de manger tous. Moi, je me suis approché de la table, j'ai dit, vous aimez bien la bouffe du dictateur? Après ça, alors ils m'ont insulté tous. Et le lendemain, quand on a fait la conférence de presse, ils s'en sont pris à Dieudonné pour se manger de moi. Et donc, on a créé cette commission d'enquête. À cette commission d'enquête, il y avait un représentant anglais, l'italien. Moi, je représentais la France. Et donc, on a installé un bureau, une commission d'enquête. On a travaillé longtemps sur cette commission d'enquête. Je l'ai écrit dans mon livre et j'ai gardé tous les documents. Mais Zidane a été assassiné par les rats, comme les appelait Kadhafi. Kadhafi, les islamistes, la CIA et l'OTAN, ils les appelaient les rats. Donc ils ont été assassinés. Zidane a été tué au Jardin des Plantes. Il s'était réfugié au Jardin des Plantes. Il a été tué. Moi, j'ai été 3 fois pendant la guerre. J'étais en
en mars, puis j'étais en mai. En mai, où j'avais amené le descendant des princes de France, Henri Sixte, que j'avais amené avec moi en Libye. Et j'avais amené un journaliste qui travaillait pour Canal+. Et j'avais amené... qui c'est que j'avais... Bernard Chenet, le marchand d'armes, qui s'était coincé là-dedans. Et donc j'avais amené la délégation. On a été souvent à la place Bab el Azizia, c'était ce qu'on a appelé la caserne. C'est-à-dire ? Oui, elle était à côté de Tripoli, c'était un énorme champ où étaient les militaires. D'accord. Et qui était dirigé par ma copine Zohra Manzour, qui était la numéro 2 des militaires et des femmes militaires de Kadhafi. Donc, grâce à Zohra, on a pu visiter tout et tout. Moi, j'ai même été dans le tunnel. Et donc, et le prince Sixte Henri Bourbon de Parme a fait un discours sur cette place aussi, où il traitait Sarkozy d'assassin. Et c'était pour essayer de venir en aide à la Jamiria. À la Jamiria, oui. Pour la préserver donc de l'OTAN. Mais on n'avait aucune chance. Moi, j'ai cru à un moment donné. Hein? Il n'y a pas eu d'écho. Mais il n'y a pas eu d'écho, moi. Surtout Internet, on me traitait de putain de Kadhafi. Alors que tout ce que j'écrivais, il retournait contre moi. Et puis j'étais une antisémite, puis j'étais ci, et j'étais ça, et tout. Et moi j'ai essayé, on a été quelques-uns à essayer. Et Dieudonné a même emmené son fils de 16 ans avec nous en Libye. Il a tenu un discours sur la place El Azizia, pendant que moi je faisais une émission de télé avec Omar Tar, un Tuniso-Libyen. Et Fakroun, le conseil de Kadhafi. Donc, on a tout essayé. Et je suis retourné la troisième fois, c'était en juillet 2011. Ils étaient déjà présents tous. Je vous dis, j'ai failli me faire assassiner parce que je voulais prendre un taxi parce que j'étais fatigué. La place verte, elle était à kilomètres de l'hôtel où on était, et je ne me voyais pas rentrer à pied, il faisait très chaud. En juillet, la température monte jusqu'à 50, il fait horriblement chaud. Et donc, je dis à l'ami qui était avec moi, je lui dis, on va prendre un taxi. Et je rentre, on ouvre la porte du taxi, on se met derrière. Tout à coup, le chauffeur me dit, je vous ai vu à la télé, vous êtes l'ami à Kadhafi, il sort un long poignard, il veut me tuer. Heureusement que j'avais emmené ce marchand d'armes, parce qu'il avait des réflexes. On a sauté du taxi, il a pris la main avec le poignard, il a tapé la porte contre le poignard, et on s'est tiré, lui et moi. Sans lui, j'étais morte. Heureusement que je l'avais emmené. Je ne voulais pas l'emmener, Dieudonné ne voulait pas que je l'emmène, mais je l'ai emmené quand même. Pour le coup, c'était pas de chance, c'était un chauffeur de taxi fanatisé, lui-même sans doute islamiste. Et en arrivant, après j'ai vu Zidane, qui recevait des délégations. Et je lui ai dit, ils sont là. Il a dit oui, j'ai vu qu'ils sont là, et toi tu prends tes clics et tes claques et tu t'en vas. Parce qu'on a besoin de toi. Il faut que tu partes, il ne faut pas que tu te fasses tuer. Donc on est parti sous couvre-feu, Bernard et moi, dans une voiture, des bombes qui tombaient de partout. Et puis on est allé en Tunisie. Et en arrivant en Tunisie, j'ai vu mon copain Omar en Tunisie. Et il m'a dit, écoute, tu ne peux pas plus te promener en Tunisie avec ton t-shirt décolleté, parce que tu vas te faire agresser en Tunisie.
Et moi qui me suis promené dans toute la Libye, avec ce tijour partout, dans les oasis, où j'allais, il fallait que je m'habille, que c'était fini, il fallait que je mette un foulard, en Tunisie. En juillet 2011, Ouais. c'était déjà... Ils en étaient où? C'était déjà El Marda qui avait pris le pouvoir en Tunisie? Non, pas encore. Hein. Mais il y avait les Wahhabites qui étaient largement présents. Et puis, ah si, c'était déjà les... Parce que c'était Marzouki qui était président de la Tunisie. Marzouki qui soutenait les Occidentaux contre la Libye. Parce que les armes qui venaient du Qatar étaient débarquées en Tunisie. Parce que j'avais déjà mes copains tunisiens qui se mobilisaient, qui avaient créé les pacifistes de Tunis, qui se mobilisaient contre les armes, les tanks et tout qui arrivaient du Qatar par la Tunisie. La Tunisie servait de base arrière Elle a servi de base arrière. Aux insurgés. Ouais. Grâce à Marzouki, hein, qui a dansé quand il a appris que Kadhafi a été assassiné. Hein. Ouais. Marzouki, que j'avais soutenu en France quand il était opposant à Ben Ali, ah ben je regrette, je ne le ferai plus. Ouais. Encore un vendu. Un vendu, hein. Ah, il y en avait beaucoup en Tunisie qui étaient des vendus. Mais il y en avait aussi qui étaient solides. Mais les Tunisiens ne comprenaient pas grand-chose à la Libye. Ils ne comprenaient pas grand-chose. Pour eux, les Libyens, parce qu'ils voulaient rester arabes, parce qu'ils voulaient rester libyens, pour eux, c'était plus ou moins des sauvages. Alors qu'ils étaient juste des bédouins traditionnels. Moi, c'est ce qui m'intéressait. Les Tunisiens étaient assez proches de ça, même si il y a eu la culture carthaginoise et tout ça en Tunisie. Les Tunisiens du Nord étaient contre. Les Tunisiens du Sud étaient proches. Oui. Vous ne voyez pas la différence entre un Tunisien du Sud et un Libyen, il n'y avait pas de différence. Ils parlaient le même arabe, ils mangeaient la même chose, ils se ressemblaient même physiquement. Tandis que le Nord, qui se voulait être émancipé, occidentalisé, les femmes avec les rouges à lèvres jusque derrière les oreilles, voilà. Moi j'ai vécu en Tunisie, j'ai pas du tout aimé cette façon. Parce que moi qui suis alsacienne, l'Alsace est restée très simple par rapport à la culture française, par rapport à l'américanisme, par rapport à tout ce qui a déferlé en France. L'Alsace est restée un peu... je veux bien, je connais pas assez. Elle-même. Ouais. Et puis il y avait toujours le côté allemand, un côté... Voilà. L'Alsacien n'a jamais su se décider. En fait, l'Alsacien était allemand par le porte-monnaie et français par la culture. Et il reste toujours alsacien aujourd'hui, donc. Ah, il reste beaucoup. Moi, j'ai toujours parlé l'alsacien. Quand je vais en Alsace, je parle l'alsacien. Ma soeur regarde tantôt préfère la télé allemande à la télé française. Et elle va faire ses courses en Allemagne, donc voilà, ça c'est l'alsacien. Oui, c'est très frontalier. Ouais, très frontalier, un peu, je sais pas. Le breton aussi, le breton est plutôt celte que français, c'est pareil. Le nantais, pareil. Ouais. Est-ce qu'on pourrait parler de vos années chez les Verts? Si ça ne dérange pas. Ouais, non, ça ne me dérange pas, bien que j'ai été 20 ans chez les Verts. On a créé le Vert. J'étais à la création des Verts en 83. Les Verts se sont créés entre d'un côté le Parti Vert qui s'était créé, dont j'étais adhérente, parce que moi j'étais dans une organisation alsacienne qui s'appelait Écologie et Survie, qui était adhérente du Parti des Verts, et qui était pour l'autonomie des Verts, qui s'est associée avec la Confédération écologique, qui était plus proche des socialistes. Donc il y a eu l'union entre les deux, qui ont été les Verts en 83. On s'est présenté aux Européennes en 84.
j'étais en cinquième ou sixième position. On n'a pas eu d'élus, on avait 4%, on n'avait pas assez pour être élu. Mais disons, moi, les élections ne m'intéressaient pas tellement. Ce qui m'intéressait, c'était l'écologie, comme choix de société. Moi, j'étais contre le capitalisme parce que, étant de licence communiste, c'était normal pour moi. Contre le productivisme, parce que il fallait, pour moi, c'était pas produire n'importe quoi, n'importe comment, avec n'importe qui. C'était réfléchir sur le travail, la production, tout. Et puis, j'étais très profondément anticolonialiste. Et donc, je me suis rapproché de Jean Brière, qui était un des fondateurs des Verts, qui venait du Parti communiste aussi. Et donc, on a beaucoup travaillé sur l'immigration, parce que on était pour le droit de voter et l'éligibilité des immigrés, pas parce qu'ils aient le droit de voter, mais pour leur conférer un statut social, quoi. Et donc, on a beaucoup travaillé, lui et moi, sur l'immigration. Moi, j'étais une pacifiste, j'ai beaucoup travaillé aussi sur l'armement, contre le nucléaire militaire, civil et militaire. C'est ce qui m'a fait adhérer au Vert, c'était parce que j'étais contre le nucléaire. Parce que j'étais en Alsace et on a installé une centrale nucléaire à côté de chez moi. Fessenheim, j'étais contre. Je me suis mobilisé contre Fessenheim, j'étais à la pointe de cette mobilisation. Et ils ont installé Fessenheim alors que les Alsaciens n'en voulaient pas. Ils l'ont imposé parce que les Allemands n'ont jamais compris, parce que les Allemands fonctionnent par Länder, c'est-à-dire ils ont des gouvernements dans les Länder, et c'est eux qui décident si on installe une centrale ou pas. Tandis que nous, c'était à Paris que ça se décidait. Voilà. C'est jacobin, la France. Ouais, la France, c'est vraiment jacobin. Et puis, elle avait un fonctionnement anti-régional, quoi. Et donc, c'était pour ça que j'avais adhéré chez les Verts, et j'étais responsable de la commission défense, parce que j'étais contre le nucléaire, parce que j'étais contre le nucléaire militaire, surtout contre le nucléaire militaire. Et donc, mais déjà, je commençais un peu à me rendre compte, 2-3 ans après, que les Verts, ils aimaient bien me donner la parole, parce que j'étais très politique, très réfléchi, mais pas dans la campagne électorale. Les Verts me donnaient rarement la parole en campagne électorale. Et pourquoi donc ? Parce que ça leur faisait perdre les élections, ils disaient. Moi, j'ai fait en 86 la campagne des législatives avec René Dumont. Mais je m'entendais bien avec René, c'était René Dumont, il était plutôt de gauche, même très de gauche. Et on a fait la campagne en 86, et puis moi j'avais fait tout le dossier sur l'immigration. Dans cette campagne, on n'a même pas eu 2% des voix. Et j'ai participé à beaucoup de rassemblements, de congrès internationaux des Verts. Ce qui m'intéressait, je suis plutôt une internationale. Mais il y avait la Palestine. La question de la Palestine qui revenait tout le temps ? Ah, pour moi, oui. Pour moi, je l'ai imposée. En 86, j'ai écrit une brochure, Voyage au cœur de l'Intifada. Parce que j'ai été en Palestine et j'ai vu ce que c'était la Palestine. Je les ai vus, les Palestiniens. J'ai fait l'Intifada avec eux. J'ai vu comment la répression, j'ai vu la haine des Juifs envers les Palestiniens. La haine d'Israël, je l'ai vue contre les Palestiniens. J'ai vu les enfants, j'ai même pris une balle dans le bras
parce que j'étais allé faire le marché le matin avec les Palestiniens à Ramallah. Il y avait 3 militaires sur un toit qui tiraient dans la foule. Il y avait un gamin à côté de moi qui s'est pris une balle dans le front. Hein. Et moi, j'ai pris une balle dans le bras. Mais comme ils disent que c'est des balles en caoutchouc, mais c'est 90% de métal et 10% de caoutchouc. Hein. Ça fait des dégâts. Hein. Et moi, la chance que j'ai eue, c'est que la balle a rebondi avant de me toucher le bras. Mais après, il fallait pas, on pouvait pas m'envoyer à l'hôpital, rien faire, parce que j'étais là. Les Israéliens ne savaient pas que que j'étais avec les Palestiniens. Donc ils m'ont emmené à la mer Morte pour me désinfecter. Mais à la mer Morte, il fallait montrer sa carte d'identité pour rentrer. Si vous étiez palestinien, vous ne rentriez pas. Donc j'ai été à la mer Morte, j'avais un bras horrible. Et je vous dis, on a fait l'intifada avec les Palestiniens. Et l'intifada, c'était simple. Si vous voyez, la Palestine, c'est même pas un département français, hein, la Cisjordanie, ce que c'est. Et les jeunes, les tout jeunes, ils avaient 14-15 ans, ils se mettaient au milieu d'un village, ils brûlaient des pneus, les Israéliens arrivaient comme des fous, ils tiraient. Moi, j'ai pris une balle qui m'a... J'étais caché sur un balcon d'une maison détruite. Et c'est des fous, des fous. Moi, j'ai toujours dit qu'Israël est un pays de fous. Comment ils traitent les Palestiniens, c'est pas possible. Et des gosses, et des gosses. Moi, j'ai vu, j'étais dans la bande de Gaza, j'étais dans une maison, on peut appeler ça maison, avec des toits en tôle, avec des trous partout à force de tirer dedans. Ils vivaient à 20 dans une pièce ensemble, avec des tapis par terre et tout. J'ai vu, en regardant, l'armée casser les mains des enfants, parce qu'ils ont écrit des slogans sur les murs, et ils les cassaient sous couvre-feu, pour qu'ils ne puissent pas aller se faire soigner. Et on avait plein d'enfants avec les mains déformées en Palestine. Et j'ai vu tout ça, et c'était une horreur, parce que je l'ai d'ailleurs dit un jour à la télé libyenne, devant tous les satellites qui étaient présents, je l'ai dit, hein, quand Arafat pleurait parce que, je ne sais pas comment il s'appelait, le dirigeant palestinien qui a été tué. C'est Yasser Arafat, Non, le dirigeant israélien qui a été tué par un juif intégriste, non. Voilà, Hein? Ah oui, Yitzhak Rabin. Ouais. Quand il est mort, quand Arafat pleurait parce que Yitzhak Rabin était mort. Devant tous les satellites, je l'ai dit. Je regrette, j'ai dit, il ferait mieux de pleurer sur son peuple parce que Rabin était un assassin. Il a fait casser les mains des enfants en Palestine parce qu'ils écrivaient des slogans sur le mur. Après, je me suis fait arrêter en Tunisie parce qu'ils ont dit que j'étais pour la mort de Rabin. Enfin bon. Mais je l'ai vu sur place, mais moi je suis rentré, mais je me disais, c'est pas possible que ça existe, ça. Moi, j'étais à Gaza. Hein. À ce qui paraît, j'étais une des premières Européennes à dormir dans la bande de Gaza, dans le camp de Jabalia. Et moi, c'était une horreur. Donc, quand j'ai écrit Voyage au cœur de l'Intifada, je vais vous le montrer tout à l'heure, j'en ai un. Les Verts l'ont publié, mais ils l'ont jamais diffusé. J'ai dû les voler dans la cave pour les avoir. Les droits vous appartiennent ou appartiennent aux... Ils m'appartiennent à moi. Hein. Pas de problème alors. Ouais. Moi, je vais vous le montrer tout à l'heure. Hein. Je vais même vous en donner un. Donc, et là, j'écris tout mon voyage au cœur de l'Intifada, toutes les femmes. Il y avait des mobilisations des femmes, mais c'était extraordinaire en Tunisie, les femmes palestiniennes. Elles produisaient, parce que Gaza était séparé de la Cisjordanie. Il fallait, si vous alliez à Gaza, il fallait une autre plaque pour y aller. Moi, je suis allé à Gaza, j'étais dans le coffre d'une voiture d'un représentant de l'UNRWA, l'Office des Nations Unies pour les Palestiniens.
Et je suis allé à Gaza. Et j'ai vu Gaza. Ah, j'ai jamais rien vu de plus pauvre, de plus peuplé. Gaza était au bord de la mer, on leur interdisait de pêcher. Ils n'avaient pas le droit à rien. Ils ont fait produire des légumes sur le toit des maisons. Et comme ça, ils ont créé de petites coopératives. Nous, on les a aidés, on a créé une association qui s'appelait La Pierre et l'Olivier. On a eu une subvention du Parlement européen et puis on a aidé les coopératives comme ça. Mais bon, jusqu'à ce que le Parti socialiste est arrivé en disant La Pierre et l'Olivier, cette association avec un joli nom dont la présidente est antisémite. Donc, ils nous ont tout cassé. Les socialistes. Oui, la fausse gauche qui fausse fait gauche. un ravage dans la politique. Qui a fait des ravages. Hein. Moi, je suis très de gauche. J'ai toujours été de gauche, d'ailleurs. Je me suis souvent accroché avec Maria là-dessus. Entre la plume qu'on a créée, entre la plume et l'enclume, elle et moi ensemble. Et Maria Pougnier, oui. Maria Pougnier, et elle vient plutôt... elle a plutôt des idées de droite. Et moi, je suis très gauche, je suis resté gauche, je suis la vraie gauche. Elle est peut-être un peu conservatrice. Elle est plus conservatrice que moi. Elle est libérale. Oui, elle est plus libérale que moi. Et donc, cette gauche, moi j'ai toujours dit, et je le répète, on n'a jamais pu créer d'alternative, de véritable alternative en France à cause du Parti socialiste. Parce que chaque fois, il nous a envoyé, quand on créait des réunions, quand on faisait des comités, sur n'importe quoi. Ouais. Il nous a envoyé ses espions, il cassait tout. Il met noyauté de l'intérieur. Ouais, pour nous empêcher de créer une véritable alternative. Ouais. Et moi, si j'ai eu tous les gens du MPA, tous les communistes, tous les socialistes sur le dos, c'est parce que j'étais de gauche. Et ça les emmerdait. Ils ont pu me coller des étiquettes sur le dos, mais j'étais de gauche. Ils n'ont pas pu nier ça. Et donc je les avais tous contre moi, parce que je voulais toujours créer quelque chose. Et même les Verts n'avaient pas compris. Les Verts, ils s'imaginaient, en s'associant avec le Parti socialiste, qu'ils étaient de gauche. Ils n'étaient pas de gauche. Parce que le Parti socialiste n'a jamais été de gauche pour moi. C'est la social-démocratie. C'est la pire des choses qui a pu arriver. Mon père, qui était communiste, il détestait avant tout le Parti socialiste. Il me disait, si jamais tu veux créer quelque chose, évite de t'associer avec un socialiste. Parce qu'en fait, il va retourner sa veste. Écoutez, les socialistes qu'on avait dans les comités antinucléaires, Comité Fessenheim, la FANEF, Fédération antinucléaire des environs de Fessenheim, les Stop Fessenheim, tous les socialistes qui étaient avec nous, quand Mitterrand a été élu en 1981, ils ont enlevé leur autocollant antinucléaire de la voiture. Tous. Là aussi, j'ai des problèmes avec, en 1981, en Alsace. Parce qu'on avait organisé une manif antinucléaire, parce que nous, on fonctionnait en tant que Dreieckland, que je vous explique, c'est le coin des trois frontières, entre les Allemands de Fribourg et de Fribourg et du Land de Fribourg, entre les Suisses de Bâle, alors, et entre les Alsaciens. Alors on avait créé un groupe qui s'appelait le Dreieckland, le coin des trois frontières. Alors on avait organisé en juin 1981 une manifestation qui traversait les trois frontières, parce qu'on avait de la chance, on bloquait les frontières, non ? Donc entre les Allemands, les Alsaciens et les Suisses. Gaston Defferre, qui était le ministre de l'Intérieur de François Mitterrand, a fait bloquer les frontières. Mais en juin. Et moi, je suis allé trouver le représentant du Parti socialiste en Alsace et il m'a dit « Mais quelle idée t'as eu d'organiser une manif antinucléaire
alors que nous, on veut battre la droite. Et moi, j'ai dit, si vous ne prenez pas en compte ce que fait la population, vous ne battrez jamais la droite. Et donc, ils nous ont bloqué les frontières, alors qu'on était 2000 en vélo, à traverser toutes les frontières. On a traversé la frontière pour aller à Vieux-Brisac en Allemagne, pour aller à travers le Rhin, pour aller en Suisse, pour aller en Alsace, voilà. Donc là, je me suis rendu compte que les socialistes, c'était... Ils nous mettaient en place... D'ailleurs, je n'avais pas voté pour Mitterrand. Je n'avais pas voté du tout, j'avais plus voté. C'était à l'époque où je ne votais déjà plus. Ouais. Maintenant, vous votez toujours pas? Non. Les dernières élections, comment voulez-vous choisir entre la peste et le choléra? Oui, bien sûr. Oui, on a évité le choléra, mais on a eu la peste. Hein? Qu'est-ce que vous pensez de la politique actuelle en France, justement, entre le faux Parti Socialiste, entre le faux Front National et cette République en marche, soi-disant? Ouais. Qu'est-ce que ça peut donner, à votre avis? Déjà, Macron, c'est l'homme des finances, l'homme des banquiers et des USA. Et des USA. C'était un young leader de la French American La French Mac, c'est le capitalisme, le libéralisme à fond. Donc moi j'étais déjà contre Macron. Je ne pouvais pas voter Marine Le Pen, ça c'est sûr, parce que pour moi, Le Pen, moi, qui avait soutenu le FLN, le père qui a torturé en Algérie, j'ai jamais oublié, quoi. Donc, les écologistes, ils étaient collés avec le PS. De toute façon, les écologistes en tant que parti, c'est foutu. Le PS en tant que parti aussi. Là. Oui, il a explosé en vol. Là. Il a explosé en vol parce qu'ils ont tous scié la planche à Hamon. Ils ont fait exprès. Hein. Ah, ils l'ont fait exprès. Hein. Hamon, je ne sais pas ce qu'il est exactement. Je ne le connais pas vraiment, Hamon, mais... Pour moi, c'est un pauvre mec. Hein. C'est dommage. Il n'avait pas la carrure de l'emploi, je pense. Parce que si, au moment où il voyait que Mélenchon monte, si c'était désisté pour Mélenchon, on aurait eu un véritable débat. Le Pen, Mélenchon, en France. Ouais. Et il aurait pu en sortir quelque chose. Moi, Mélenchon, j'ai eu des problèmes avec Mélenchon. Et je lui ai dit. Et il a reconnu qu'il a fait une erreur. Parce que Mélenchon avait soutenu les rats en Libye contre Kadhafi. Et ça, je ne lui ai jamais pardonné. Mais il me l'a dit, il n'avait pas compris. C'est vrai que ce fameux printemps arabe qui déferlait, tout le monde était heureux de voir ce qui se passait en Tunisie, tout le monde était content. Mais moi, quand j'ai vu comme la Libye, j'ai dit, mais il ment, c'est pas vrai, la Libye, c'est pas ça. C'est en fait Kadhafi qui m'a fait comprendre que le printemps arabe, c'était la recolonisation du monde arabe. Et donc, Mélenchon n'avait pas compris au départ. Mais moi, je pense que quand on est un homme politique et qu'on veut diriger, on essaie de comprendre. Ah bah oui, c'est normal. Hein. Et donc, je ne le soutenais pas. Mais maintenant, si. Maintenant, je me rends compte que peut-être il arrivera. Mais c'est pas sûr. C'est pas sûr parce que déjà il est trop âgé. Il faudrait un jeune. Ouais. Enfin, puisque Macron, le président, peut-être. Puisque Macron veut du jeunisme. Il est plus jeune que moi en plus, et il est président de la République. Donc. Ah. C'est un truc de fou. Non, mais c'est fou. Il a été mis en place. Ouais. Par le FMI, par la Banque mondiale, par des perspectives pour les législatives, donc peut-être une remontée de la gauche, de la France insoumise. Ouais, peut-être, bien qu'il y a quelle gauche. Hein. Ouais. Mais... Le PCF, il n'existe plus, pour ainsi dire. Hein, il n'existe plus. Et puis, quand tu vois ce qu'il est devenu, le PS, quand tu vois ce qu'ils sont devenus les Verts. Ah ouais. Et puis maintenant, Hulot.
Hulot qui est content, il a son ministère. Ouais. Il en voulait depuis longtemps. Ouais, et puis il arrive peut-être à arrêter l'aéroport. Mais c'est pas sûr. Non, c'est pas sûr, non. Ouais. Il a laissé tomber sur les boues rouges dans le sud de la France. Et bon, il a mis la pédale un peu douce sur Fessenheim, bien en le mettant quand même en avant. Et Fessenheim n'est toujours pas arrêté. Hein. C'est une centrale nucléaire qui fonctionne depuis 1977. Depuis 1977 et qui a plein de pépins. Ouais. Et donc Hulot, moi je crois qu'il est en train de se compromettre de ce gouvernement. Moi je ne sais pas s'il restera longtemps. Le connaissant comme je le connais, il va se tirer. Bah, souhaitons-le pour lui-même, parce que a priori, c'est pas un environnement très sain que ce cabinet. Ah non, pas du tout. Avec Jean-Yves Le Drian aux Affaires étrangères, avec tout plein de jeunes, des inconnus. Et puis le maire du Havre, là. Édouard Philippe, Premier ministre, qui aurait été Premier ministre de Juppé, si c'était Juppé qui était passé, peut-être. Ouais. Mais le Macron est proche de Juppé. Hein. Ouais. Il est de gauche. Enfin, il était de gauche que d'apparence. Hein. Non, Macron n'a jamais été de gauche. Hein. C'est de l'opportunisme. Être socialiste, c'est pas être de gauche, hein, pour moi. Ouais. La social-démocratie, comment la définiriez-vous, du coup? Parce que c'est quelque chose qui se présente populaire et socialiste et être pour les petits gens. Mais c'est quand même ces socialistes qui nous ont amené la loi du travail, là. C'est quand même ceux-là qui nous ont amené ça. Ouais. Et puis moi, je suis pas... je suis normalement assez critique du fonctionnement des syndicats. Mais je dois reconnaître quand même, la CGT, elle avait raison sur la loi du travail. Mais je suis assez critique envers les syndicats, parce que les syndicats, ils cherchent toujours à développer le syndicalisme, ils se foutent de ce qui se passe dans la base, ils se foutent de ce qui se passe avec les chômeurs, avec les CDI. Il y avait des syndicats qui avaient appelé à voter Macron. Ouais, ça ne m'étonne pas. C'est faux. Mais tout le monde a appelé à voter pour Macron. Ils avaient tellement peur de Marine Le Pen. Pourtant, même si on avait eu Marine à la présidence, peut-être qu'il y aurait eu tellement de nécessité de débat à l'intérieur de... Et qu'il y aurait des manifs dans la rue. Oui. Maintenant, dans ces manifs, est-ce que ce ne seraient pas les Black Blocs qui iraient casser des vitrines? On n'en sait rien. On n'en sait rien. Non, moi, tous mes copains m'ont dit, il faut que tu ailles voter Macron, tu te rends compte, on aura Le Pen. J'ai dit, mais dis-moi la différence entre Le Pen et Macron. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est vrai, il y aurait peut-être eu, s'il y avait eu Le Pen, on aurait peut-être eu une guerre civile avec cette gauche pourrie et... Les marchés préfèrent Macron. Ouais, je sais pas. Mais est-ce que les risques... Vous ne pensez pas qu'il y a quand même des risques de troubles civils en France, même avec Macron? Peut-être, oui. Ben, c'est sûr. Attendez, la loi travail, elle n'est pas encore votée. Elle va passer, il va y avoir des manifs, j'espère. J'espère. Hein. On l'espère tous, ouais, en fait. Ah, j'espère. Hein. Il y aura des fronts sociaux. Non, parce qu'on ne peut pas continuer comme on est là. C'est pas possible. On ne peut pas... Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à nos concitoyens, justement, cette période? Qu'est-ce que vous voudriez leur recommander, leur conseiller de faire, ou dans quelle direction s'orienter, au moins dans la pensée, dans la réflexion? Il faudrait commencer par créer des comités, dans toute la France, partout, hein, où les gens qui ne sont pas d'accord avec Macron, avec sa politique, et qui ne sont pas d'accord non plus avec le Front National, ils peuvent s'organiser, ils peuvent faire des trucs, ils n'ont pas créé, à la fois comme ça s'est créé les congrès de base en Libye, hein, les gens autour d'eux, dans les quartiers, dans les rues, partout, les gens... Bon, il y a des anciens comme nous, on pourrait aider.
On Donc pourrait les gens aider. se saisissent de la politique, Oui, du fait absolument. politique, La politique, et qu'ils arrêtent de leur laisser les connerie imbéciles pour eux. d'aller voter pour un Macron qu'en fait qui est en train de les humilier. Tous, tant qu'ils sont. Qui est en train de tous. Donc les je pense trahir. qu'il faut commencer par créer cela avec Mélenchon, pourquoi pas les mélenchonistes, pourquoi pas Et les autres, il y avait aussi Asselineau, il y avait Jean Lassalle, Asselineau, ouais. Cheminade. Ah ben Lassalle, oui, il était pas mal, hein. Ouais. Ouais. Et puis même des gens de Asselineau. Hein. Et Jacques Cheminade aussi. Solidarité et progrès. Ouais, bah enfin, j'étais moins solidaire de Solidarité et Progrès, parce qu'il est pro-nucléaire. Oui, Oui, bon, c'est bon. dans ce cas-là. Oh, moi j'ai mes principes. Hein. Oui, bah c'est tout à votre honneur, madame Scondrani. Ouais, mais bon, il y a des gens quand même qui ont dit des choses intéressantes. Mm. Et puis même le NPA, le Poutou, j'aime pas le NPA, mais Poutou, il était pas mal, non? Oui, c'était un petit peu bizarre de voir un mec en jean et t-shirt arriver pour un débat présidentiel. Quand même. Ouais. Il voulait leurrer les gens. Oui, c'est ça, ouais, Ouais. c'est ce qu'il a fait. Moi, j'aime pas le NPA. Bah, Besancenot, c'était un agent trotskiste du pouvoir en place, et Poutou, c'est la même chose, puisqu'il est pour les zones d'exclusion aérienne en Syrie, il est pour la poursuite de la guerre en Syrie, donc Ouais, c'est c'est clairement pareil. un agent Ouais. Et puis, les trotskistes nous ont toujours emmerdés dans nos manifs pour la Palestine. Et alors, quelle est la différence entre le trotskiste et le vrai communiste, selon vous? Vous croyez qu'il y a encore du vrai communisme, vous? Je peux l'espérer, en tout cas. Mais moi aussi, je peux l'espérer, parce que moi, j'ai toujours une image du Parti communiste. Mon père était résistant pendant la guerre, il était au FTP, il a fait la résistance, il allait la faire en Espagne, c'était un vrai communiste. Vous croyez qu'il y en a encore des communistes comme ça? Moi, je veux bien, peut-être à la base, j'en sais rien, mais quand on voit les dirigeants du Parti communiste, bonjour. Et d'un autre côté, je me dis, c'est quoi cette France si le Parti communiste n'est plus présent? Il faut qu'il soit là. Non, Il ne faut pas qu'il prenne le pouvoir, mais il faut qu'il soit là. Ou qu'il se renomme, ou qu'il se Ouais. refonde. Ouais. peut-être. Mais je suis sûr que moi, j'ai jamais été au Parti communiste, j'étais à la jeunesse, j'étais au Vaillant quand j'étais jeune. J'ai été à un moment proche de la jeunesse communiste, mais ils n'ont pas voulu de moi parce que j'étais trop anarchiste. Mais j'ai toujours été dans les mouvements de la paix et tout, à côté des communistes. J'étais compagne de route du Parti communiste, quand même, parce que je suis pour le partage, je suis pour... Et pour l'émancipation des peuples. L'émancipation du peuple et aussi l'émancipation de l'être humain. Formidable. Merci beaucoup, Oui. Madame Scondrani, pour Ouais. ces commentaires. Ah, je voulais que vous dire, je me suis appelée S. Scandrani. J'ai cherché mon nom de jeune fille, c'est S. J'ai repris mon nom de jeune fille parce que Ben Ali m'avait interdit de porter le nom Scandrani parce qu'il appartenait à la Tunisie. Alors pour me sortir, ouais, il voulait que mon mon ex-mari divorcé m'enlève le nom Scandrani. Alors j'ai collé le nom S devant, donc il ne pourrait plus rien faire. Voilà. Très bien. C'est noté. Sur ce, merci. Bon, ouais, merci à vous aussi.